BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre débat, un débat qui va être consacré à l'idée de vacciner ou pas les enfants et les adolescents. On va en discuter avec Michel Goldman, qui est professeur émérite de l'ULB, professeur en immunologie, Bruno Humbeck, qui est professeur de psychopédagogie à l'Université de Mons, et Olga Chatsis, qui est pédiatre infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Avant de leur donner la parole, on va expliquer pourquoi ce débat arrive. Il arrive notamment parce qu'il y a un grand laboratoire, c'est Pfizer, qui a introduit un certain nombre de demandes pour pouvoir vacciner en dessous de 18 ans, Vanessa Lhuillier. Oui, alors actuellement, Pfizer a déjà réussi à obtenir l'homologation de son vaccin pour les adolescents à partir de 16 ans. En Belgique, d'ailleurs, on a déjà vacciné à peu près 3000 personnes de plus de 16 ans. Le laboratoire a également poursuivi ses recherches pour la vaccination des 12-15 ans. Aux États-Unis, le laboratoire pharmaceutique devrait obtenir son homologation dans les prochains jours. Et en Europe, l'Agence européenne du médicament a commencé l'évaluation accélérée des données transmises par Pfizer. Alors, elle devrait rendre publique sa décision pour le mois de juin. Les études de Pfizer montrent aussi une efficacité à 100% pour les adolescents pour prévenir la maladie. Le vaccin en lui-même est bien toléré et on observe les mêmes effets secondaires que chez les 16-25 ans. Du côté de Moderna, on a aussi lancé une étude sur les enfants âgés entre 6 mois et 11 ans aux États-Unis et au Canada. Pfizer étudie aussi l'efficacité sur les 5-12 ans avec des résultats attendus pour juillet. Quant à AstraZeneca, il a aussi lancé des études, mais elles ont été suspendues à cause des cas de thrombose observés chez les adultes. Voilà, donc il y a une demande ou une proposition du côté des laboratoires pharmaceutiques. Il va y avoir une évaluation scientifique et puis après, il y aura une décision politique. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Olga Chatsis, je vais peut-être commencer avec vous. Vous êtes pédiatre. On voit qu'il y a un débat et on voit qu'il n'est pas si facile à trancher ce débat et on posera notamment la question du consentement tout à l'heure à Bruno Humbeck, parce que c'est une question importante à partir du moment où l'on considère que le vaccin n'est pas obligatoire. Pour les pédiatres, il y a des enjeux de santé publique, il y a une balance bénéfice-risque. Où est-ce que vous metteriez le curseur aujourd'hui et quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte dans ce débat pour vous? Bonjour. Donc, tout d'abord, il faut faire la distinction, je pense, entre des catégories d'âge. Parce que, comme vous le savez, la pédiatrie, ça passe de 0 ans à 18 ans et on ne peut pas mettre tous ces enfants dans la même catégorie. Et chacun a des risques-bénéfices qui seront différents en fonction de leur catégorie d'âge. Si on prend d'abord la catégorie des adolescents, donc, qui ont une physiologie qui se rapproche beaucoup plus de celle des adultes, et ils ont des manifestations de la Covid-19 qui est similaire à celle des adultes, avec un potentiel de transmission qui est également similaire. Et de plus, leur mode de vie est différents aussi parce qu'ils vivent beaucoup plus en groupe, ils ont besoin de plus de contacts sociaux, ils vivent avec une promiscuité importante et donc un risque de transmission qui est important. Donc pour moi, je pense que cette population d'âge-là doit être intégrée probablement à celle des 18-25 ans et à qui on peut leur proposer une vaccination. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi une population qui, je pense, est capable de donner un consentement éclairé vis-à-vis de cette vaccination sans avoir trop d'emprise des parents ou du milieu scolaire pour le faire ou pas. Mais ça, je laisserai d'autres personnes en parler tout à l'heure. Oui. Alors, si on se met du point de vue vraiment du pédiatre, c'est de savoir est-ce que l'enfant va avoir un bénéfice de la vaccination. Les plus jeunes enfants, vous le savez, la Covid-19, c'est souvent... Alors, on a un petit souci de connexion. Je ne sais pas si on va récupérer... Quelques cas décrits, mais qui restent encore rares, fort heureusement, de maladies systémiques inflammatoires qui, avec une atteinte au niveau du cœur, et ce sont des enfants qui doivent bénéficier de traitements rapides et qui passent aussi par les soins intensifs. Fort heureusement, ça reste des cas rares. Dans la majorité des cas, vraiment, les enfants font des infections bénignes. Donc, pour une protection personnelle, la vaccination des jeunes enfants, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce stade. Alors, on a une distinction entre donc les ados d'un côté, les enfants et les très jeunes enfants
l'enfant de l'autre. Bruno Humbeck, ça va être la même chose en ce qui concerne le consentement. Si on est toujours dans l'idée que la vaccination n'est pas obligatoire, légalement, c'est le parent ou c'est l'enfant qui va devoir répondre? Et c'est quoi l'intérêt de pouvoir avoir le consentement de l'enfant lui-même et que ce ne soit pas le parent qui décide? Alors, c'était déjà dit d'ailleurs dans l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'avec un adolescent, il faudra une forme de concertation et un consentement éclairé, alors qu'un enfant, effectivement, il n'est pas concerté par le vaccin, mais il doit y avoir une explication qui lui est donnée, notamment parce que c'est vrai que, même si je comprends tout à fait que sur le plan médical, il n'y ait pas d'indication, je vais dire, de protéger les enfants qui seraient moins menacés par le virus, ils ont quand même, sur le plan du ressenti psychologique, l'impression de participer à une chaîne de contagion qui est très culpabilisante pour eux, notamment parce que on a parlé par exemple beaucoup de gestes barrières pour eux, alors qu'il fallait parler de gestes protecteurs, et ils ont l'impression effectivement soit qu'ils n'ont pas mis les barrières suffisamment fortes vis-à-vis des plus faibles, soit qu'ils n'ont pas su protéger leurs grands-parents par exemple. Et donc je pense que s'il c'est possible effectivement de généraliser la vaccination en ce compris aux enfants plus âgés, ça va permettre aussi un abaissement de cette espèce de tension. Évidemment, là, ce sont les parents qui prennent la décision, donc la tension n'est pas liée à la prise de décision. Plus l'enfant va grandir, plus vous serez face à des adolescents, plus il faut les concerter, parce que à ce moment-là, la vaccination devient une forme de prise de responsabilité que chacun doit être en mesure d'envisager lui-même. Ça veut dire qu'on participe à l'action collective, voilà. Et donc on fait société, on fait groupe. On va terminer ce premier tour de table avec l'immunologue Michel Goldman. Il y a un intérêt à vacciner aussi les enfants, c'est comme pour les adultes, et vous aussi, vous allez faire une distinction entre les grands enfants, les ados et les plus jeunes? Oui, alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a effectivement un intérêt en termes d'immunité collective. Et sur l'immunité collective, il faut être très clair. Elle sera partielle. En tout cas, dans les mois, les années qui viennent, on n'arrivera pas à contrôler complètement la transmission du virus par la vaccination. Ceci dit, plus cette immunité collective sera importante, mieux nous serons évidemment protégés. Et donc, si l'on veut augmenter l'immunité collective, il n'y a pas de choix, on doit effectivement vacciner les plus jeunes. Ceci étant, cet argument de l'immunité collective, je pense, est important, mais ne suffit pas. On a parlé de consentement éclairé, ça me paraît essentiel. Donc, il faut que les parents et les adolescents aient en main toutes les données qui vont finalement guider leurs décisions. Certaines ont déjà été évoquées. Je voudrais insister peut-être sur des choses que l'on oublie à propos des effets à long terme du Covid-19. Et donc, c'est vrai que cette maladie est beaucoup moins importante, sévère, handicapante chez les individus plus jeunes. Rappelons d'ailleurs qu'en dessous de l'âge de 28 ans, la Covid ne tue pas, ce qui est quand même un point très important. Mais ce qui apparaît de plus en plus clair aujourd'hui, c'est que même si l'on a fait une forme bénigne, les effets à long terme peuvent être importants, significatifs. On va devoir apprendre effectivement à les connaître. Donc ça, c'est un deuxième élément qu'il faut pouvoir expliquer. Troisième élément, c'est bien entendu tout ce qui tourne autour de la sécurité des vaccins, où en ce qui me concerne, je plaide pour la plus grande transparence, c'est-à-dire reconnaître qu'effectivement, il y a des effets excessivement rares, mais il faut le savoir au moment où on prend sa décision. Et ça, c'est la fameuse balance bénéfice-risque entre les avantages et les éventuels inconvénients du vaccin. Il y a quelque chose que vous venez de dire qui est peut-être très important, Michel Goldman, c'est les effets à long terme. Je retourne peut-être vers Olga Chatsi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit populariser ou expliquer au grand public. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement, pour tous ceux qui ont contracté le virus, ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si ça peut avoir un impact. C'est ça l'idée ? Alors, au niveau de la population pédiatrique, on a moins ces Covid longs, comme on appelle pour le moment, ils sont beaucoup moins décrits. Alors, avec le syndrome inflammatoire multisystémique, c'est clair qu'il y a, on ne connaît pas encore les risques au long cours pour ces enfants, mais c'est quand même moins important, surtout chez les jeunes enfants, parce que probablement qu'ils s'infectent déjà moins aussi que les adultes,
parce que pour des raisons encore qui ne sont pas tout à fait éclairées, mais peut-être qu'ils ont une immunité mucosale qui est plus importante et tout ça. Mais à ma connaissance, c'est moins décrit chez les enfants que chez les adultes pour toutes les manifestations au long cours. Ouais, on va essayer d'objectiver cette question, puis on redonne la parole à Michel Goldman sur les formes les plus sévères de la Covid-19 chez les enfants. Il y a des chiffres, Vanessa Lhuillier? Oui, alors évidemment, hein, comme Michel Goldman l'a expliqué, si la vaccination est importante, c'est pour atteindre cette immunité collective. Et on répertorie finalement assez peu de cas graves chez les enfants, mais il y en a qui existent. On sait qu'ils développent moins la maladie que les adultes, hein, mais ils pourraient avoir des conséquences donc, sur le long terme. Ils peuvent aussi développer des symptômes graves, comme le syndrome inflammatoire systémique pédiatrique dont on vient de parler, qui touche surtout en fait, les 6 à 12 ans. Ça peut engendrer des conséquences cardiaques importantes. En France, on enregistre 500 cas. Alors, il y a le syndrome de Kawasaki, dont on avait pas mal parlé au début, qui peut aussi toucher les enfants plutôt de moins de 10 ans, mais cela reste assez exceptionnel. Et puis, il faut surveiller les enfants qui ont d'autres maladies et qui pourraient donc être plus facilement touchés par les formes graves de la Covid-19. En Belgique, les hospitalisations d'enfants, eh bien, elles représentent moins de 1% du nombre total des hospitalisations. Oui, donc Michel Goldman, on est quand même dans des valeurs qui sont relativement faibles, mais vous allez me dire que même avec des valeurs faibles, quand on est un cas concerné, c'est toujours un cas de trop. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt à la vaccination pour vous? Écoutez, c'est en tout cas un élément qui doit être pris en compte, sachant que d'une part, c'est très rare, c'est des complications, des maladies qui peuvent être importantes, qui touchent quand même, il faut le dire, pas tous les enfants de manière égale. On sait qu'il y a un rôle de la génétique et, disons, il y a des facteurs ethniques qui interviennent de façon très claire. Donc, il faut le savoir, il faut aussi savoir que l'on arrive à traiter quand même ces maladies et que, disons, elles conduisent de façon vraiment tout à fait exceptionnelle au décès. La plupart de ces enfants s'en sortent. Ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de ma collègue pédiatre, c'est que je pense que le sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui va être effectivement les adolescents, ça va être les étudiants qui rentrent à l'université. Et je pense que là, par rapport à ce qui a été dit sur le Covid long, personnellement, je serais très prudent. Ce ne seront peut-être plus effectivement les pédiatres qui seront confrontés aux complications à plus long terme, mais je crois quand même que ça va être un argument important à prendre en considération, disons, dans la tranche d'âge, je ne sais pas moi, 15-18 ou 12-18. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect, même si je suis tout à fait d'accord que chez les tout petits, on a moins de crainte parce que simplement que le virus n'arrive pas à, disons, pénétrer aussi loin dans leur organisme que chez les enfants, les adolescents plus âgés. Olga Tchatsi, je crois que vous vouliez réagir. Oui, alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Goldman. Encore une fois, les adolescents, c'est vraiment une population qui est différente et je pense qu'on sera amené à les vacciner. Et la deuxième chose aussi, je voulais rebondir sur le vaccin et ce syndrome inflammatoire systémique. On n'a pas encore la preuve, malheureusement, aujourd'hui, que de vacciner les enfants permettrait de diminuer ce syndrome. Enfin voilà. On l'espère, mais on n'a pas encore la certitude que ça sera le cas. Voilà, donc ça fait partie des zones d'ombre avec lesquelles on doit continuer à vivre. Bruno Humbeck, il va quand même y avoir une vraie difficulté pour s'assurer que les enfants donnent leur consentement, même les ados. Vous seriez conseiller du ministre Frank Vandenbroek. Vous lui diriez de procéder comment? Il faut qu'on fasse une déclaration sur l'honneur, il faut qu'on reçoive les enfants séparément, pas avec leurs parents. Comment on va faire? Je pense que, comme le disait très bien M. Goldman tout à l'heure, il faut, pour qu'on ait du consentement éclairé, il faut de l'éclairage. Donc il faut vraiment qu'on soit très précis dans tout ce qui va être dit. Et ce qui est dit, parfois, c'est essentiellement de l'incertitude. On l'entend d'ailleurs dans ce qui vient d'être échangé. L'incertitude produit de l'angoisse. Le gros problème des enfants,
et des adolescents, mais encore plus des enfants, c'est que ce sont des éponges à angoisse. Et donc, qu'on produise de l'anxiété éclairée, c'est-à-dire effectivement, on l'entend, dans tous les cas de figure, il y a des inconvénients. Il y a un risque, si vous êtes vacciné, de développer éventuellement des complications. Il y a un risque encore plus important si vous ne l'êtes pas. Et donc, il faut qu'on puisse diminuer l'angoisse, augmenter paradoxalement l'anxiété pour produire du consentement éclairé. Et donc, je pense que de toute manière, un parent anxieux qui est amené à prendre une décision, et donc si j'étais conseiller du ministre, évidemment que je ne demanderais pas l'avis unique des enfants, parce qu'il y a une responsabilité parentale qui est très claire, qui est prévue d'ailleurs légalement, mais je suggérerais de toute façon un niveau d'information égal pour tous, de façon à pouvoir prendre de façon éclairée en tant que parent une décision pour son enfant, mais surtout qu'il la communique avec le niveau d'anxiété normal. Je pense que dire il y a un vaccin, ça ne doit pas dire il n'y a plus d'anxiété du tout, mais elle est canalisée autrement que si l'on dit qu'il n'y a pas de vaccin et que tout ce qui nous menace, c'est un virus incontrôlable. Oui, c'est un vrai enjeu de société parce qu'on le voit bien, même pour les adultes avec l'hésitation vaccinale, on n'est pas tous égaux face à l'information, face au vaccin. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'école qui doit se charger de cette campagne d'information-là ? Là, vous avez tout à fait raison. L'école doit rendre explicite au niveau des enfants ce qui est source d'anxiété, c'est-à-dire ne pas rassurer stupidement. Le consentement non éclairé, il rassure, mais stupidement. Et donc, il a très, très peu d'effet, finalement, à long terme. Expliquer, donner une explication objective, le plus objective possible à l'école, et faire en sorte que les familles soient en mesure de relayer cette explication. C'est une question de responsabilité partagée entre des différentes institutions. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire on met des vaccins sur le marché, et puis on va les laisser vivre sans une campagne d'information suffisamment éclairante pour chacun. Alors il y a encore deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est imaginons qu'on ne vaccine pas les enfants. Est-ce qu'il faut imaginer qu'on aura réussi à limiter la propagation de l'épidémie au niveau des adultes, mais qu'elle va continuer à vivre chez les enfants et peut-être développer des variants au sein des enfants ? Je vais peut-être avoir la réponse de Michel Goldman sur cette question-là. Et puis une question pour tout le monde, et puis on terminera avec ça. Quand on apprend que Pfizer, par exemple, commence à mener des études à partir de 6 mois, donc sur des très très jeunes enfants qui sont encore des nourrissons. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit se dire non, la vaccination, c'est à partir de 5, 6, 10, 12 ans. Voilà, sur ces deux questions, Michel Goldman. Bon, peut-être que sur la deuxième, en tout cas, je crois qu'on doit effectivement y aller progressivement. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je serais déjà très intéressé à savoir quel aurait été le pourcentage de femmes enceintes qui ont suivi la recommandation de se faire vacciner. Vous savez que maintenant, elles sont prioritaires. Donc, je pense que ce sera important de voir si là, on a déjà réussi effectivement à persuader qu'il y a un bénéfice, et ce bénéfice est là, et la sécurité, en particulier des vaccins ARN dans cette population, vient maintenant d'être bien confortée. Et donc je pense qu'à partir de là, effectivement, il faudra réfléchir aux populations suivantes, y compris les adolescents. Je pense que disons, les tout jeunes enfants, moi en tout cas, je pense qu'il ne faut pas y aller trop vite et qu'il ne faut pas mettre ça, disons, communiquer. Il y a effectivement des essais qui sont nécessaires, c'est très bien, on peut discuter les conditions dans lesquelles ces essais sont menés, mais je crois que ça va encore générer plus d'angoisse si aujourd'hui on laisse entendre qu'on va vacciner les tout jeunes bébés dans les mois qui viennent. Ceci étant, je crois qu'on va voir comment les choses se passent en Israël, aux États-Unis. Et donc, et ça peut-être que notre collègue pédiatre pourra intervenir, sans être alarmiste. Vous savez, ce virus, il est particulièrement pernicieux et pervers. Et donc, je n'exclurai pas qu'à mesure que nous protégeons les plus vulnérables, les plus adultes, on voit apparaître chez les plus jeunes des formes peut-être moins bénignes. Nous le verrons, encore une fois, il ne faut pas être alarmiste, mais
je crois qu'on risque, indépendamment du syndrome rare dont on a parlé, de se retrouver peut-être avec de nouveaux arguments sur la nécessité de protéger les adultes jeunes et les adolescents. Et c'est une réponse à la première question que je posais. La réponse d'Olga Chatsis, c'est qu'on doit envisager de vacciner les tout jeunes enfants ou pas? Et si j'entends bien la réflexion de Michel Goldman, c'est peut-être, et peut-être que ce sera très utile, mais en tout cas, ce n'est pas la top priorité du moment. Alors, du point de vue, de mon point de vue, je trouve que dans la balance risque-bénéfice, je ne vois pas vraiment pourquoi vacciner ces tout jeunes enfants. Encore une fois, ils ne sont pas malades eux-mêmes. Leur potentiel de transmission est très faible également. Donc, je ne vois vraiment pas le bénéfice pour ces enfants de les vacciner. Il faut savoir que le programme de vaccination aussi est quand même déjà assez chargé. Ils ont déjà pas mal de vaccins. Donc, rajouter d'autres injections, il faut voir aussi si ça sera accepté par la population, par les parents. Et je ne voudrais pas mettre à mal les autres vaccins, que les parents choisissent entre l'un ou l'autre, parce que les autres vaccins ont vraiment un bénéfice directement pour ces jeunes enfants. Donc vraiment, de mon point de vue, je ne vois pas l'intérêt de vacciner les jeunes enfants. Je pense qu'il faudra mieux vacciner les plus grands. Alors, l'âge limite sera à déterminer en fonction, mais comme l'a très bien dit M. Goldman, il faut y aller pas à pas, vacciner les adolescents et peut-être les plus jeunes, mais les tout jeunes enfants, vraiment, je ne vois pas d'argument pour le faire. Voilà, alors, certains avancent l'argument que la couverture vaccinale est plus importante chez les jeunes enfants. Mais donc, je trouve que c'est un peu limite pour imposer ces vaccins à ces enfants. Voilà, et pour l'instant, on ne parle toujours pas d'imposer. On est toujours sur une idée de vaccination volontaire. On va terminer, ça sera la conclusion avec vous. Mais à 2 mois, c'est un peu difficile d'avoir un consentement du jeune enfant. Ouais, et voilà, ça c'est une conclusion. Dernière conclusion avec vous, Bruno Humbeek. Alors, pour moi, effectivement, il faut surtout éviter que les parents aient l'impression que leurs enfants sont l'otage d'une volonté d'élargir le marché. Ça doit être important. C'est pour ça que si c'est la préparation à une décision qui ne devra pas être prise dans l'urgence, si on constate effectivement, et M. Goldman l'a bien expliqué, que ce virus évolue et qu'on ne soit pas dans le sauve qui peut à ce moment-là parce qu'on n'aura rien préparé, ok. Si on est dans la volonté juste d'élargir un marché et que c'est perçu comme ça par les parents, on risque d'obtenir une adhésion moindre pour toute la campagne de vaccination. Et ça, ce serait quand même un effet pervers d'une volonté, à mon avis, à l'origine, qui peut être positive, mais qui pourrait être perçue comme terriblement négative. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je pense qu'il y avait un relatif consensus sur un certain nombre de points, en tout cas dans ce débat. Merci beaucoup, Bruno Humbeek, professeur de psychopédagogie à l'Université de Mons, Michel Goldman, professeur émérite en immunologie à l'Université libre de Bruxelles, et Olga Chatsis, pédiatre infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Merci à tous les trois.